Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le deuxième épisode de l'émission Méditer, un art de vivre. Alors, comme on l'a vu précédemment, il est important de déterminer une intention pour soi-même et parfois même de manière un peu plus large. Donc il y aura de multiples intentions que nous pouvons porter et emmener en soi pour notre pratique méditative. Et une fois qu'on a fait cela, bien évidemment, reste à déterminer quel type de méditation nous souhaitons pratiquer. Chacun, à ce niveau, décide pour lui-même, en fonction de ce qu'il a appris, de ses connaissances, peut-être aussi des enseignements qu'il a reçus, mais peut-être également que certains d'entre vous découvrent la méditation, ont envie de découvrir la méditation, et ne savent pas du tout par quel type de pratique méditative commencer. Bien entendu, en ce qui me concerne, je vais orienter les connaissances qui vont suivre à partir des enseignements que j'ai reçus, de mes expériences et de mes pratiques méditatives. Et à ce propos, je me propose d'aborder avec vous en quelques mots mon parcours au niveau de la méditation et pour vous permettre aussi de comprendre ce qui a motivé la création de cette émission Méditer, un art de vivre. Mes premières pratiques remontent à l'adolescence. À cette époque, je pratiquais les arts martiaux et j'ai eu la chance d'avoir entre mes mains certains livres, notamment l'autobiographie du Mahatma Gandhi, des livres aussi sur le yoga. En fait, j'avais une soif de connaissances, donc j'ai acheté à ce moment-là beaucoup de livres et j'ai aussi une gratitude pour ma mère qui m'en a aussi acheté quelques-uns. Et du coup, vers l'âge de 15-16 ans, je découvrais toutes ces philosophies du monde. Vous avez aussi l'histoire des religions de Mircea Eliade qui est vraiment passionnante. Et je découvrais en fait de multiples exercices, de multiples philosophies, que ce soit le taoïsme, le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme, à la fois un christianisme plus public, mais aussi un christianisme ésotérique, le soufisme. Et finalement, pendant plusieurs années, je m'apercevais que ces philosophies, ces religions convergeaient vers cette volonté d'unifier l'être humain. D'ailleurs, on dit un individu, dans l'étymologie, c'est donc qui n'est pas divisé. Donc, aller vers cet objectif de réalisation de soi qui est cette unité, en tout cas trouver une unité intérieure. Et donc j'ai commencé quelques pratiques. Et puis j'ai rencontré le bouddhisme plutôt tibétain, avec sa pratique méditative qui est intéressante, qu'on appelle Shiné, vraiment cette attention à la respiration naturelle, qui permet vraiment à lâcher prise. La méditation de type zen, qui pour moi est celle qui s'adapte le plus à celle de l'être humain d'aujourd'hui. Et c'est surtout grâce aux enseignements d'Idriss Lahore, qui a fondé la libre université du Samadeva, que je vais vraiment approfondir la pratique méditative, l'approfondir tant sur le plan pratique, mais aussi sur le plan des enseignements. Et je pense qu'en fonction, vous voyez, de notre intention, il est important de vérifier, on va dire, plusieurs aspects quand vous décidez de pratiquer une méditation. Si c'est simplement pour trouver le calme, effectivement, sur nombreux moyens de communication modernes, je pense à YouTube ou autres, on a des méditations qui sont très très intéressantes et qui permettent de s'apaiser rapidement. Quand on rentre dans une dimension qui va être un peu plus spirituelle, il me semble important de regarder la lignée auxquels appartiennent les enseignements de cette pratique méditative. Alors quand j'appelle la lignée, ce que j'appelle la lignée, c'est ce qui est d'ailleurs était à l'œuvre dans les temps anciens, c'est-à-dire qu'un maître, on va dire, passait le relais à un de ses élèves, qui à nouveau passait à d'autres élèves, et donc il y a une lignée comme ça. On peut comprendre plus facilement cette notion de lignée au niveau de notre famille. On a une lignée d'ancêtres derrière nous, vous avez vos parents, vos grands-parents, arrière-grands-parents, et puis devant vous, vous avez vos enfants. Il y a comme, vous voyez, un peu un circuit électrique, on pourrait dire, mais un circuit plutôt vital, qui permet de bénéficier d'une force supplémentaire.
Bien évidemment, il appartient à chacun, avec son discernement, parce que c'est essentiel, de se renseigner, d'approfondir aussi ses connaissances au niveau de la lignée de la technique de méditation qu'il décide de mettre en œuvre. Et ça, c'est quelque chose d'important. On n'a pas nécessairement le besoin d'être dans une intention spirituelle. Par exemple, si vous prenez les méditations de Thich Nhat Hanh, que vous soyez dans une volonté de cheminer spirituellement ou pas, n'a que peu d'importance en réalité, puisque ça inclut tout. Et quand on décide de pratiquer une méditation de Thich Nhat Hanh, bien évidemment, on peut considérer qu'il y a une lignée de maître à élève, mais il y a surtout comme, vous voyez, un champ de force, on va dire, avec lui, une notion qu'on pourra approfondir par la suite, comme il existe un champ de force de votre famille. Et ce champ de force va quand même faire une différence dans votre méditation, parce que cela va vous permettre de bénéficier d'une force supplémentaire. Donc je parlais de l'intention, dans le premier épisode, l'intention de se relier à sa famille, mais également au champ de force auquel appartient la méditation que vous décidez de pratiquer. Parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus seul. Vous êtes relié au champ de force qui contient également tous les pratiquants qui pratiquent la méditation que vous décidez d'adopter. Vous voyez, cette histoire de champ de force, elle a quand même quelque chose de fondamental. On dit par exemple que des personnes comme Mère Teresa, l'abbé Pierre, le Mahatma Gandhi, ont pu réaliser tout ce qu'ils ont pu faire grâce à certains champs de force. Vous voyez, ils bénéficiaient aussi des champs de force de la compassion, des champs de force de prière, de tous ceux qui pratiquaient à travers le monde à ce moment-là. Et puis certainement d'autres forces, parce qu'il semble complètement fou de penser qu'un individu par lui-même peut générer autant de puissance. Vous voyez, c'est justement dans cette interrelation des êtres et des forces qui nous entourent que l'on peut accomplir des miracles. Et donc des personnes comme Mère Teresa, bien évidemment, avec toute leur grandeur d'âme, ont également pu réaliser vraiment avec autant de puissance, de force, ce qu'elles ont fait, parce qu'elles étaient reliées à certains champs de force. Alors pour ma part, on va ensemble, si vous le souhaitez, et seulement si vous le souhaitez, se relier au champ de force de la lignée du Zen, à travers les enseignements de Taizen Deshimaru notamment, d'Idriss Lahore, la lignée du bouddhisme plutôt liée à celle de Thich Nhat Hanh. On va considérer que ces trois enseignements sont pour moi, en tout cas ceux que je privilégie dans ma pratique méditative. Alors pour être maintenant un peu plus dans la pratique, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, vous avez posé votre intention. Donc ça c'est important. Maintenant, comment vous allez organiser votre méditation? Il y a plusieurs éléments qui sont à se rappeler. Le premier élément important, c'est de consacrer un espace chez soi. Alors vous voyez, même dans le mot que j'emploie, consacrer, c'est-à-dire rendre sacré quelque part les choses, ou en tout cas ramener le sacré chez soi, c'est justement quelque chose de pas anodin. Donc cet espace, c'est soit vous avez effectivement une surface d'habitation suffisante et une pièce peut-être organisée pour votre méditation, ou bien simplement un petit espace dans une pièce avec peut-être un tapis qui va un petit peu délimiter votre surface de méditation. Et cet espace est important parce qu'on va considérer que cet espace est précieux et on va même l'organiser pour qu'il soit précieux. Et chacun, en fonction de ce qui l'anime, peut y mettre différents objets, différentes choses pour ornementer cet espace, cette surface de méditation. Ça peut être une bougie, ça peut être un joli tableau, ça peut être peut-être aussi la photo d'un de ces maîtres spirituels, ou une phrase positive, un petit encens. Tous ces objets n'ont qu'un seul but, c'est créer une disposition intérieure à la méditation. Donc en ce sens, chacun se sent libre, doit se sentir libre à ce niveau. Certains ont besoin de beaucoup d'éléments, d'autres, pour d'autres ça sera beaucoup plus épuré, mais peu importe.
Là, il faut que vraiment chacun se sente libre à ce niveau. Et cet espace est précieux parce que il va nous sortir de notre vie ordinaire. Il va nous sortir de notre quotidien dont on a besoin de s'extraire par moments pour retrouver un peu plus de force, un peu plus de sérénité en soi et lâcher prise. Vous vous souvenez de cette intention qu'on a posée dans le premier épisode, hein, laisser cela être. C'est une des intentions qui doit aussi nous accompagner lors de notre méditation. Donc une fois que cet espace est créé, que vous l'avez organisé, il y a la manière dont on va entrer et décider de rentrer dans la méditation. Et pour ça, par exemple, certains enseignants disent que même l'avant-méditation est presque plus important que la méditation en elle-même. C'est-à-dire qu'on doit déjà se conditionner mentalement et émotionnellement à rejoindre cet espace de méditation qui est précieux. Vous voyez, on doit commencer à rentrer dans une attitude de respect, une attitude profonde. Et pour ça, on sent qu'on va s'accorder un moment vraiment de pratique qui nous extrait de notre vie quotidienne. Donc les moments qui précèdent la méditation sont importants, notamment le matin. Il est important si on prend une douche ou bien on se met de l'eau sur le visage, on va peut-être allumer une petite bougie tranquillement et on va créer, vous voyez, cette ambiance intérieure. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental parce que ça nous unifie quelque part dans cet instant qu'on a décidé de vivre. Donc une fois que cet espace est créé, une fois on rentre dans ce mouvement de la méditation qui est en amont même de la méditation, on va pouvoir commencer notre pratique. Alors ce que moi je vous conseille, c'est bien évidemment, chacun adoptera pour lui-même ce qui lui semble juste, c'est déjà de décider du siège de sa méditation. Ça peut être une chaise, ça peut être un shogi, ça peut être un zafu. En tout cas, là encore, il va falloir peut-être, pour certains d'entre vous, expérimenter l'assise qui lui convient le mieux en fonction de ses dispositions physiques. Pour ma part, j'ai été beaucoup dans le yoga, donc j'ai adopté pendant longtemps le demi-lotus, qu'on appelle le demi-lotus, le pied qui est en contact avec la cuisse, sur une des cuisses, et l'autre jambe repliée. Et je pratique aussi ce qu'on appelle plus communément seiza, c'est-à-dire l'assise japonaise sur un shogi. Ça permet, vous voyez, une bascule du bassin qui permet de rehausser la colonne vertébrale et d'avoir cette droiture. Donc ça, c'est important. Donc quand vous avez choisi votre assise, donc il n'y a plus besoin d'y repenser. Peut-être que vous aurez besoin de temps à autre de changer parce que vous avez des douleurs aux genoux, des douleurs aux chevilles qui deviennent insupportables. Donc, rentrer dans cet espace de méditation, se mettre généralement derrière sa chaise, derrière son shogi, on se tient debout et on prend peut-être quelques secondes, une dizaine, quinzaine de secondes debout. On vérifie qu'on a le dos bien droit, on est en même temps relâché. Et là, on peut pratiquer un salut. Alors, ce salut peut être de différentes manières, deux à mon sens. La première, c'est le namasté, qui nous vient plutôt de l'Inde. On unifie les deux mains vers le haut, puis on les ramène devant le cœur, et on s'incline légèrement vers l'avant. La deuxième, c'est de prendre le pouce gauche dans la main droite. Voilà, les doigts de la main gauche sont assez tendus, il y a une attitude droite, et on ramène les deux mains donc ensemble au niveau de la poitrine, et à nouveau, on marque cette inclinaison vers l'avant, cette légère inclinaison. Il n'y a pas besoin de se pencher complètement. Donc s'incliner, c'est aussi un acte, vous voyez, d'humilité. Quand on pratique entre méditants, cette inclinaison a plusieurs sens. C'est déjà avoir le respect aussi des autres autour de soi, le respect aussi de chacun, c'est-à-dire je reconnais que vous êtes là et qu'on est tous au même niveau. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre là.
Même si on a qu'en 50 ans de méditation et d'autres un mois, en fait, peu importe, on retrouve cette condition d'humilité qui est fondamentale, puisque du coup ça rétablit, on va dire, une forme d'égalité entre les êtres humains, plus au niveau du cœur. Et puis il y a aussi une inclinaison vers... voyez, tout peut être inclus à ce moment-là. On s'inclut aussi devant les forces de la nature. On s'inclut aussi devant peut-être ce qui est plus grand dans les autres, si on est dans une démarche ou un chemin spirituel, cet être spirituel en chacun. Les taoïstes diraient on s'incline devant le Tao, le tout. Donc, et d'ailleurs il est plus juste de dire cette inclination, pardon, plus que cette inclinaison, cette inclination qui va nous amener dans une attitude vraiment de respect et aussi d'amour pour ce qui nous entoure. Donc une fois qu'on a fait ce mouvement intérieur, ce mouvement aussi extérieur, et là on peut commencer à s'asseoir sur son zafu, sur son shogi ou bien sur sa chaise. Lorsqu'on s'assoit, on essaie de le faire le plus possible en conscience. Et là, je vais vous indiquer on va dire la posture qui est plutôt liée donc à la posture issue de la méditation zen. On s'assoit, on veille à... Voyez, vous pouvez laisser votre mouvement du buste osciller légèrement et puis vous axer dans une posture droite. Dans un premier temps, on veille à ce que la colonne vertébrale s'étire vers le haut et pour ça, on peut ramener légèrement le menton vers la poitrine, de manière à étirer la nuque, comme si vous étiez étiré par un fil à l'arrière de la tête, vers le ciel. Une fois que vous avez fait ça, vous posez vos mains sur les cuisses et vous pouvez faire en même temps que je le dis, si ça vous intéresse. On pose les mains sur les cuisses, tournez vers le ciel. Et on peut garder cette posture. Donc, les mains sont séparées, chacune sur une cuisse. On dit que c'est le mudra du donner-recevoir, aussi de la compassion. Vous pouvez garder cette posture des mains ou ramener ce qu'on observe plus communément, une main l'une sur l'autre et les pouces se joignent. Et c'est bien d'avoir les mains, vous voyez, au niveau du nombril, en tout cas dessous le nombril. Donc peut-être que vous aurez besoin d'une petite couverture ou voilà, d'un petit coussin pour rehausser vos mains à ce niveau-là. Et vous pouvez expérimenter les deux postures des mains, des bras, et puis retenir celle qui vous convient le mieux. Pour bien vous détendre, vous pouvez rehausser les épaules vers le ciel et puis les relâcher. Sentir l'ancrage dans votre corps. Au niveau de la position des yeux, plusieurs possibilités. Pour ceux qui pratiquent la méditation zen, conseillez d'ouvrir très légèrement les yeux. On en trouve légèrement les yeux et on pose son regard à 1,50 m devant soi. Ou bien vous fermez les yeux et pouvez ramener les yeux, vos yeux qui convergent vers le centre du front. Et là encore, il faut que ça reste très très doux. Il ne faut pas qu'il y ait de tension dans les yeux. Ou bien vous fermez les yeux et gardez votre regard fixe et détendu devant vous tout en ayant les yeux fermés. Et dans ces éléments, vous voyez, de posture, on va retrouver les éléments de la vie, certains éléments énergétiques. Il va rester un élément que je vais vous indiquer à la fin qui est un des plus importants. Quand vous haussez les épaules et vous les relâchez, on se connecte avec les énergies de l'élément terre. Quand vous posez les mains sur vos cuisses, l'une dans l'autre ou séparées, on se connecte avec l'énergie de l'élément eau. Le fait d'incliner légèrement sa tête, en tout cas le menton vers l'avant, de redresser la colonne vertébrale, nous met en lien avec l'énergie de l'élément feu. La position des yeux est en lien avec l'énergie de l'élément éther, beaucoup plus subtile. Et j'ai gardé donc le dernier élément, l'élément air, c'est la conscience de sa respiration.
vous rentrez progressivement dans une attention à votre respiration naturelle dans un premier temps, peut-être 1 ou 2 minutes, en observant ce qui est et comme c'est. Vous essayez de corriger votre posture, mais bien évidemment, là aussi, il y a un élément essentiel. Cette correction de votre posture ne doit pas devenir on va dire, obsessionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez un désir de maîtriser ou de contrôler dans votre vie quotidienne qui va se refléter dans votre pratique méditative. Donc il faut faire preuve aussi d'une certaine douceur, une certaine indulgence dans la mise en place de votre posture. Il n'y a pas de, vous voyez, il n'y a pas de perfection. On cherche juste à trouver comme une tension qui va être assez droite, mais dans laquelle on va pouvoir se sentir détendu. Donc ça, c'est quand même très important de le rappeler. Donc pendant 1 ou 2 minutes, vous laissez votre respiration aller et venir. Vous observez aussi les pensées qui vont se manifester. Et progressivement, vous allez rentrer dans une attention un peu plus approfondie à votre respiration. C'est-à-dire que vous allez prolonger volontairement votre expiration. Puis vous allez vous laisser inspirer. Vous voyez, l'expiration est volontaire. Même à la fin, le ventre se creuse. On sent que voilà, ça doit venir vraiment du mouvement naturel de votre corps, pas de votre pensée. Et on laisse l'inspiration se faire naturellement. Et là, dans ce mouvement de la respiration, on a cet équilibre, vous voyez, entre la volonté et le lâcher-prise. Dans l'expiration, j'exerce ma volonté. C'est moi qui décide d'être dans l'expiration, d'expirer le plus loin possible. Puis je me laisse inspirer. Et cette inspiration, c'est vraiment l'instant du lâcher-prise. Je me laisse inspirer. Après cette inspiration, vous pouvez marquer une courte pause respiratoire de 2-3 secondes avant de reprendre l'expiration. Et puis, on dit que les Tibétains disent que l'esprit chevauche la respiration. Et pour rentrer dans ce mouvement, on va utiliser la pensée, on va canaliser la pensée dans la respiration. C'est-à-dire que quand j'expire, je répète simplement intérieurement « j'expire ». Et lors de l'inspiration, je répète simplement « j'inspire ». Et quand c'est la pause respiratoire, je répète intérieurement « pause ». Et ainsi de suite, jusqu'au temps que je me suis déterminé pour ma pratique méditative. L'idéal étant 20 minutes, puisqu'on considère que c'est vraiment après 15 minutes que le mouvement vraiment profond de la méditation se met en œuvre. Mais suivant aussi votre état, vous pouvez décider de pratiquer 5 minutes. Vous voyez, là encore, chacun est son propre maître de méditation. Une fois que vous avez atteint ce temps de méditation, que vous vous êtes défini, il est maintenant donc le moment de sortir de cette méditation. On peut inspirer un peu plus profondément, ouvrir les yeux, on peut s'étirer quelques instants, et puis on va venir se remettre debout derrière sa chaise, son shogi, son zafu, peu importe, et on va à nouveau s'incliner avec le même geste que vous avez pris au début de votre méditation. Et ce mouvement va donc clore votre méditation. Bien évidemment, les prochains épisodes de l'émission Méditer un art de vie vont aborder de multiples points liés à la pratique en elle-même. Là, on l'a vu, on va dire d'un point de vue plutôt technique, avec des aspects aussi intérieurs, mais on va approfondir par la suite la méditation sur de nombreux aspects. J'ai été très heureux de faire cet entretien, cet épisode avec vous. J'espère que vous y trouverez quelques axes de compréhension et peut-être aussi de manière à trouver l'enthousiasme et à contacter l'enthousiasme en soi pour méditer. En tout cas, je serai ravi de vous retrouver pour un prochain épisode dans lequel nous aborderons les 7 points clés de la méditation issus des enseignements d'Idriss Lahore. Et je vous souhaite à tous une très très bonne journée. À bientôt.